Alors, voilà pour cette deuxième partie de notre direct consacré au Festival d'Avignon et au Festival Off, dont c'est la 54e 54e édition. édition. Et nous sommes, je vous l'ai dit au départ, dans ce lieu fondateur qui est le Chêne Noir, et nous sommes avec quelqu'un qui est le fils de ce fondateur et qui nous présente, qui est aujourd'hui co-directeur du théâtre, et qui nous présente une création qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. Alors bon, hein, c'est un petit chaperon rouge qui s'adresse à tous les publics. Julien, Ah oui, ça s'adresse à tous les publics. On l'a pensé de cette manière. On a essayé de faire un chaperon rouge qui, à la fois, est évidemment tourné vers le jeune public, d'abord pour le jeune public, mais qui puisse être apprécié dans une double lecture par les plus grands aussi, et par les même très très grands, puisqu'il y a des grands-parents qui viennent aussi, évidemment, accompagner leurs petits-enfants. Et tout ça, il me semble que c'est un conte qui n'est pas d'abord pour les enfants, parce que c'est comme beaucoup de contes en fait, finalement. Ce sont des contes qui ont été écrits par les adultes, souvent pour sermonner les enfants ou leur donner de la morale. Et en général, ça parle plus des adultes que des enfants, d'une certaine manière. Mais évidemment, on a mis des touches, beaucoup de touches, je dirais, d'innocence dans tout ça, parce qu'il faut quand même garder l'innocence pour les enfants. Mais il y a quand même des personnages qui sont un peu renouvelés. Moi, je pense à la grand-mère, qui est quand même assez spéciale, qui date un peu comme très une spéciale. grand-mère, parce qu'il y a des 68 ardes. Oui, c'est ça, c'est une grand-mère féministe, 68 ardes, qui a un petit peu de une névrosée obsessionnelle, et qui donc rêve tout le temps de son chaperon rouge. Et sa petite fille, elle l'adore, plus que tout, ça, j'ai envie de dire, c'est le lot de tous les grands-parents. Mais elle lui coud des petits chaperons rouges tous les jours. Elle veut qu'elle se recouvre avec ce chaperon rouge pour pas que on la dévore, et en fait elle se trompe totalement. C'est une femme, disons, je me suis inspiré de mon entourage aussi pour faire ça. Ouais. Et donc, ce que j'ai aussi apprécié dans le spectacle, c'est je dirais, le mélange des styles un petit peu. On a de la danse, Oui. avec quelque chose qui va donner un côté esthétique. Et puis, on va avoir des personnages comme le loup aussi, qui, lui, est un personnage tragique pratiquement. Hein, on a une sorte de compassion pour ce loup. Oui. Voilà, je crois que philosophiquement, il y a quand même derrière le côté comme ça, et je trouve ça malin, il y a quand même des choses qui se disent. Bah oui, je crois, il me semble que le théâtre, que ce soit pour enfants ou pour adultes, c'est pour dire des choses. Sinon, comme dit Wittgenstein, le philosophe, il faut mieux se taire, n'est-ce pas? Donc, on essaie de dire des choses à travers ça, de montrer des choses qui sont aussi de notre temps, qui sont dans le conte, qui sont contenues dans le conte, mais qui nous touchent aussi aujourd'hui. Le loup est un personnage romantique, un faux méchant, mais qui quand même est méchant, puisqu'il mange la grand-mère à la fin. Donc il est quand même pas si gentil que ça. Et puis oui, les personnages sont pensés par rapport à aussi un autre moment. C'est un spectacle où il y a de la musique, où il y a de la danse. J'ai une conception du théâtre qui n'est pas une conception, je dirais, qui est une conception englobante du théâtre. J'ai un de mes maîtres et amis, Gauss Indienne, qui parle souvent de théâtre total. C'est un type de théâtre, voilà, où les formes d'art se mélangent. Donc ça dépend évidemment des pièces, mais là c'était l'occasion, par une réécriture, de pouvoir faire converger des formes d'art différentes. Julien Gélas, est-ce que vous avez déjà des propositions? Est-ce que ce spectacle va tourner? Eh ben oui, écoutez, apparemment... Vous savez que nous on est mis sur Marseille et sur oui. Paris. Eh ben oui, écoutez, Paris, il semble que ça va se faire pour 2020-2021. On va aller plus au sud que Marseille, puisqu'on risque d'aller en Afrique du Nord jouer. Et donc, c'est apparemment les programmateurs ont envie de partager ce chaperon rouge. Donc, évidemment, ils ne se prononcent pas très vite, mais la plupart semblent intéressés. Donc, je ne peux pas vous dire, mais je pense que ça va tourner, ouais. J'espère en tout cas.
Julien Gélas, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance au Petit Chaperon. Merci beaucoup. Alors moi je suis allée voir Swann s'inclina poliment d'après Marcel Proust. C'est un spectacle qui m'a étonnée, qui m'a surprise et qui est étrange parce que on nous présente, bien sûr c'est d'après L'amour de Swann, on nous présente Madame Verdurin, le peintre Estir et Odette de Crécy. Est-ce que vous pouvez, Nicolas Kersensboom, vous avez adapté et mis en scène, nous expliquer la belle idée que vous avez eue pour Du côté de chez Swann? Oui, alors sur Du côté de chez Swann, le spectacle s'appelle Swann s'inclina poliment. C'est pas vraiment un amour de Swann, c'est vraiment une variation à partir d'un amour de Swann. L'idée, c'était de se poser la question de comment Proust aujourd'hui peut nous parler. Moi, j'adore Proust. Et ce qui est étonnant chez Proust, c'est qu'il écrit la recherche sur 13 ans et qu'évidemment, il n'écrit pas du tout la même chose au début et à la fin de la recherche, alors que les personnages sont parfaitement récurrents sur toute l'œuvre. Et moi, j'ai eu envie de monter un amour de Swann à l'aune, en fait, de toute la lecture, de toute la recherche, avec tout l'érotisme et toute la méchanceté qu'on peut commencer à voir à la fin de la recherche. Et donc, trouver dans un amour de Swann tout ce qui est déjà en germe dans l'œuvre proustienne, à savoir donc cet érotisme, cette méchanceté, et donner au spectateur la possibilité de voir un amour de Swann exactement de la même manière que Swann peut voir en tout cas ce salon des Verdurins. Ça veut dire qu'à la fois voir la vulgarité des salons de la fin du 19e, de la Belle Époque, et en même temps cette espèce de chose qui peut arriver, qui nous arrive souvent dans la vraie vie, qui est qu'au milieu de la bouse, on trouve un diamant. Au milieu d'un salon absolument vulgaire, on trouve la possibilité d'un amour, un amour qui a priori se décrète pas de soi, un amour qu'on va chercher, on appuie sur le bouton « Allez, je vais devenir amoureux de cette personne ». Et évidemment, quand on appuie sur le bouton « On » de l'amour, c'est très difficile de trouver le bouton « Off ». Et on se retrouve donc à être tombé amoureux de la femme qu'on jugeait la plus sympathique du monde et qui se révèle la femme la plus vénéneuse du monde. Tout ça dans un salon d'une vulgarité inouïe où on n'aurait jamais osé rentrer. Oui, c'est le costume de Madame Verdurin ouais, qui est forcément significatif et qui donne tout ce sens-là. Il y a un beau dispositif, il y a des praticables. Et alors donc là, on parle bien sûr de la question de la réussite, mais vous l'avez très bien dit, de l'amour, de l'érotisation. Et c'est votre comédienne, Marieke Reiner, ouais, qui porte Marieke une manière très sensuelle. Hein. En fait, je veux dire, on est une petite communauté de Proustiens, en fait, c'est assez drôle. Ça veut dire que les gens qui ont lu la recherche se retrouvent les uns les autres en se disant « Ouais, j'ai lu la recherche, c'est quoi ton personnage préféré ?» Ça fait un peu du Santa Barbara, version un peu genre on est des intellos. Mais en fait, on a tous nos personnages préférés dans la recherche. Et moi, mon personnage préféré, c'est Odette, parce que c'est le seul personnage vraiment prolétaire de la recherche. Et c'est un personnage qui est constamment qui est agissante, ça veut dire que c'est un personnage qui a grandi dans un bordel niçois et qui sait très bien qu'au 19e siècle, enfin c'est la thématique du spectacle, c'est-à-dire qu'à la Belle Époque, il faut imaginer que 90% du capital est concentré dans les mains de 10% des gens. Bon, aujourd'hui, c'est 60% en fait en France, du capital qui est concentré dans les mains de 10% des gens. Après-guerre, c'était 35%. Donc on s'oriente petit à petit, en fait, le grand mouvement économique, macroéconomique de nos sociétés va vers une concentration du capital dans les mains des très riches. On le sait tous, à moins d'être complètement autiste, on l'a tous remarqué. La Belle Époque, en fait, est un peu à un endroit exponentiel, en fait, de cette tendance-là. Et Odette de Crécy comprend, qui est donc cette fille qui est née qui a été élevée dans un bordel, et comprend vite qu'elle a absolument aucun capital à faire valoir, si ce n'est seulement son corps. Et c'est la seule chose en fait qui va lui permettre de ne pas mourir à 30 ans de syphilis dans un caniveau, c'est de se marier très vite et d'utiliser son corps. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant d'imaginer en fait que cette pauvre petite chose qui est donnée en fait au début du spectacle comme une pauvre petite chose fragile en fait se révèle comme une espèce de plante vénéneuse qui va entourer Swann de ses feuilles et qui va finir par se faire épouser par Swann. Et à la fois, on peut avoir une vision très morale et finalement très conservatrice en pensant c'est vraiment dégueulasse ces femmes qui utilisent les hommes. Et en même temps, on peut aussi voir d'un autre côté qui est celui d'Odette qui est dans une société où il y a tellement de différences entre les classes sociales, où les pauvres n'ont absolument aucune chance d'accéder au monde des riches. Comment à ce moment-là refuser à Odette la possibilité d'utiliser toutes ses armes pour rentrer dans la classe sociale supérieure, sachant que toutes ces armes, c'est la séduction.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Kersenbonne. Nous allons... C'est au Gilgamesh. Hein, c'est au Gilgamesh, ça avait été donné à Belleville. Oui, c'était donné à Belleville, c'est un spectacle qu'on a beaucoup déjà tourné. Voilà, on joue au Gilgamesh à 22h25 et il y a beaucoup de musique, c'est aussi une des spécificités. Il y a un groupe sur le plateau et 90% du temps est un temps musical en fait sur le plateau. Merci beaucoup. Et Chantal, alors donc pour je toi. suis allée au théâtre du Chêne Noir pour voir Les Rital, donc le roman autobiographique de François Cavana. Donc j'ai lu que c'était la première adaptation pour la scène. Oui, première adaptation pour la scène. J'ai eu envie tout d'un coup de faire cette adaptation, alors sûrement aussi pour des raisons personnelles, hein, Oui. comme la famille Cavana, mon père est italien, ma mère est française, et puis mon père est parti il y a peu de temps, et ça m'a parlé. En lisant le roman, je me suis dit, ça résonne. Oui, tout à fait. Et donc, on parle particulièrement de l'enfance de François Cavana et Oui. puis de la figure du père. Alors, vous avez un très grand plaisir à interpréter ce père, ce milieu. Et Oui. en fait, c'est un cas particulier, c'est l'immigration italienne à une période donnée, mais on sent très bien que le texte prend une autre résonance et vous nous le faites comprendre. Oui, ce qui m'a attiré en premier lieu, c'est l'enfance, quoi. Pour moi, c'est un grand roman sur l'enfance, surtout. Pour les autres choses, je vais laisser mon frère, metteur en scène, Mario vous parler. Puzzulu qui a fait la mise en scène. Oui. Vous avez choisi quand même des passages qui sont fondés sur l'humour, parce qu'on rit beaucoup lors de Ouais. ce spectacle-là. Alors, pour le choix des passages, moi je relaisserai la parole à Bruno parce que c'est lui qui a fait l'adaptation. Hein. Il a fait l'adaptation, donc comme il disait, lui, ce qui l'a intéressé surtout, c'est ce regard d'enfant sur son passé. Et Cavana dit, moi j'étais parti pour parler des Rital, des émigrés, et en fait je me suis rendu compte que j'ai surtout parlé de mon père. Avec Bruno, on est parti pour parler surtout de notre père, et en tout cas moi j'ai fait, en gardant mon père présent, j'ai fait le parcours inverse de celui de Cavana, c'est-à-dire j'en suis arrivé aux migrants d'aujourd'hui. Voilà. Oui. Parce qu'aujourd'hui les Italiens sont les bons émigrés, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Ce qu'on disait des Italiens hier, c'est ce qu'on dit des migrants d'aujourd'hui. Donc, appel à la mémoire, quoi. Hein. Oui. Hein. Alors, c'est qu'il y a Salvini aujourd'hui en Italie. Bon, voilà. Voilà. Et pas le seul en cause. Mais enfin, c'est pas un spectacle militant, hein, pas du tout. C'est ce qu'on aime, parce que justement le message il passe encore mieux. Voilà. Parce qu'on est pris par l'humour, on est pris par le jeu très varié, très nuancé, très investi de Bruno Puzzulu. Et c'est lui qui nous amène justement progressivement, nous spectateurs, à faire une équivalence avec l'immigration de maintenant. Alors on est parti justement sur le dénouement. Hein. Vous voyez le plateau, il y a une scénographie vraiment minimum. Et alors c'était un choix. Il y a une veste quand même là, il y a quelque chose là, il y a un de bleu, symbolique. Il y a un bleu de travail, oui, un bleu de mais travail, qui dit beaucoup de choses parce d'emblée. que effectivement, ce qui nous a beaucoup touché aussi avec Bruno, c'est non seulement les ressemblances au niveau de l'immigration, de notre famille, mais c'est aussi cette tendresse que Cavana a pour le milieu populaire, les gens de peu, comme dit Pierre Sanso. Moi j'ai aussi trouvé beaucoup de correspondance entre Cavana et Pierre Sanso, non pas au niveau du style, mais au niveau du regard, de la tendresse qu'il a pour ces gens-là. Et en fait, Cavana parle d'anecdotes. Et en parlant de ce qui est anecdotique, en fait, il en fait du symbolique. Voilà. Le père, c'est un symbole de bonté, Et cette évocation du milieu populaire, Bruno Puzzulu, vous la faites aussi avec un musicien, avec un accordéoniste. Oui, Grégory Daltin qui n'est pas là pour commenter, mais qui est là pour jouer avec moi. C'est un véritable c'est un vrai dialogue. Partenaire. Et je dirais que souvent, la musique, il l'a modifié un peu, et puis la musique me redonne de la force en scène, et vient me redonner une énergie comme ça. Donc c'est une présence très très importante. J'espère que vous allez partir en tournée. Ça se prépare bien, on va jouer à Paris déjà. Où ça
Alors, dans un nouveau théâtre qui s'appelle La Scène Parisienne, qui est collé aux Folies Bergères, Oui. du 15 janvier au 3 avril. Eh bien, bravo. Voilà. Donc ça c'est On bien. rappellera ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir Merci. invités. Chantal, c'est moi qui Oui. interviewé donc Agnès Larocque pour des femmes savantes assez particulières. C'est alors, bon, juste quand même, le public est complètement séduit. Il rigole, évidemment, il applaudit parce que ce sont des femmes savantes particulières. Alors, le texte, bon, il est coupé évidemment, parce que Molière, ça tient pas en 1h20, mais il est respecté, c'est-à-dire qu'on a le texte de Molière, qui est en vers, si je ne m'abuse, et donc, mais évidemment, c'est un peu transposé, si on peut dire, puisque ça se passe dans une cuisine, on va dire, et que les 5 comédiennes vont interpréter à la fois chacune 2 rôles, et en général un rôle masculin et un rôle féminin. C'est à peu près comme ça que, que le contrat se passe. Mais évidemment, ça pas... Et donc on imagine les changements de costumes, etc. Vraiment, c'est du sport. Mais en même temps, évidemment, c'est une façon de retrouver la farce chez Molière, parce que Molière est bien de la farce, donc moi j'ai trouvé ça formidable de retrouver la farce. Bon, après, vous laissez parler, parce que ça suffit. Agnès Larocque, racontez-nous tout ça. Alors oui, l'objectif au départ c'était de faire jouer ces 5 actrices et de trouver un classique dans la littérature française, un classique pouvant nourrir justement 5 comédiennes. Et en relisant tous les classiques, je suis retombée sur Les Femmes savantes, dans lequel se trouvent 5 rôles féminins, ce qui est assez rare dans les classiques. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas s'emparer de ce texte avec ces 5 actrices. Donc en le relisant, j'ai essayé de mathématiquement vérifier qu'elles pouvaient jouer tous les rôles. Et la vraie volonté, c'était aussi que chacune joue un rôle masculin et un rôle féminin. Et il s'est avéré, heureusement, que cela a été assez possible et pas très compliqué à mettre en place au niveau de l'adaptation. J'avais aussi envie de redonner ces lettres de noblesse à ces comédies, enfin de décrocher les lettres de noblesse de ces grandes comédies de Molière en alexandrin et de les retraverser effectivement, comme vous l'avez dit, comme une farce. En redéployant un jeu physique très engagé, parce qu'en général, quand les pièces sont en alexandrin, la langue se tient et le corps se raidit souvent. On l'oublie. Et comme c'est une pièce qui parle en plus d'un bras de fer entre le corps et l'esprit, il était très évident pour moi d'y opposer un corps burlesque. Donc il est question de dérapage, de maladresse, de gifles, de glissade, à la façon de Keaton, Chaplin, enfin tous ces gens-là qui m'inspirent énormément. Le passage au réfrigérateur, vraiment. Et de tenir en même temps le défi de la dire cette langue et de l'articuler pleinement, de ne pas en faire un prétexte, de vraiment jouer les femmes savantes. Et enfin, de redonner à cette pièce, de lui ôter, on va dire, sa misogynie, en redonnant le pouvoir aux comédiennes, pour le coup. Ben voilà. Donc, est-ce que là aussi, vous pensez la rejouer bientôt ? Oui. C'est une pièce qu'on avait déjà eu l'occasion de présenter à Avignon il y a 3 ans et on est parti faire le tour de France avec. Et on a encore un tel plaisir, les actrices en tout cas, à traverser ça, qu'on revient pour justement repartir sur les routes. Et c'est déjà ce qui se profile. Et sinon, d'autres projets ? Oui, je suis en train d'écrire un texte sur la maladie d'Alzheimer. Alors là, c'est plus tragique. Et en même temps, j'ai aussi envie d'en rire. C'est une maladie qui, pour moi, est à la fois dramatique, la maladie du temps qui passe et qui s'efface, mais qui porte aussi quelque part dans sa répétition, dans ses trous, quelque chose de dramatiquement joyeux. Donc l'idée, c'est une femme qui meurt d'Alzheimer et qui est entourée de ses 3 filles, 3 sœurs, qui sont toutes les 2 professeurs, infirmières et comédiennes. Elles portent la fonction publique, sacrifier un peu du service public. On a le titre déjà ? Oui, il nous faut arracher la joie aux jours qui filent. Bon, très bien. Alors, Chantal, oui, tu donc, nous parles de Tristan et Iseux. Avec Tristan. des verres, des laits
l'idée du rossignol de Tout à fait. Marie-France. Oui, donc c'est cette belle légende médiévale. Du chèvrefeuille, oui. Du chèvrefeuille, cette belle légende médiévale. Donc c'est un poème en octosyllabes. Et bon, c'est Anne Tunin qui adapte et qui a fait la mise en scène. Elle devait être là, elle a eu un empêchement, mais Pierrick Mailsteph, l'éditeur, va nous parler. Moi, j'ai particulièrement apprécié la théâtralisation du propos par Anne Tunin, qui joue beaucoup de personnages avec énormément de conviction. Alors l'idée de départ, c'est que le texte est quand même une saga. Donc il y a à la fois Marie de France pour le lait qui a donné la musique, disons la musique de l'amour et de la passion pour Tristan et Iseult. Et Béroul a écrit la saga. Donc c'est plein d'épisodes, c'est très long, c'est des petits bouts qui sont éparpillés aussi dans la table ronde. Enfin voilà, c'est vraiment un discours épique, une saga. Et le jeu d'Anne, justement, permet de donner tout cet épique, tout ce sens finalement du spectacle. Il ne faut pas oublier qu'on est au XIIIe siècle avant le théâtre. On est avant le théâtre, on est à l'ère des mystères. Et sinon, il y a les trouvères, les troubadours, les jongleurs et les conteurs qui vont raconter des histoires parce qu'on a ce besoin d'histoire. D'où tous ces épisodes. En gros, c'était les Netflix de l'époque. C'est-à-dire les séries, c'était juste eux qui les faisaient. Donc leur discours aussi était très rythmé. Et Anne, en réutilisant alors, pas l'alexandrin, mais l'octosyllabe, puisque pour les femmes savantes, on parlait de l'alexandrin, mais là, du coup, c'est l'octosyllabe. Il y a une rythmique, en fait, qui va avec la musique aussi, qui accompagne, et qui fait entendre de temps en temps, soit des grands moments tragiques, soit du slam, du rap, on est dans une rythmique très humaine qui a traversé en 800 ans notre Et elle dépasse société. la récitation, parce qu'elle est véritablement dans l'interprétation, que ce soit corporellement, affectivement. Absolument. Et l'idée, grâce à ce texte-là, c'était de dire, finalement, avant le théâtre, il y avait la chanson de geste. Maintenant, 800 ans plus tard, on sait faire du théâtre, elle sait faire du théâtre, on peut mettre en scène du théâtre, mais avec un texte d'avant. Qu'est-ce que ça donne? Donc ça serait un peu ça, il y a un côté un peu Très belle ovni, démarche, parce que c'est un peu une chanson de geste contemporaine, avec les outils d'aujourd'hui, sur un texte qui n'était pas fait pour ça, mais qui était fait pour être dit et pour entraîner son public. Qu'on ressent sur la scène, et l'originalité du spectacle, pour moi, provient des apports musicaux. Donc Stéphane Hoquet, musicien, parlez-nous de ces instruments qui nous font rêver du Moyen-Âge. Alors l'idée, c'était d'utiliser des instruments qui soient des reproductions d'instruments du Moyen-Âge pour des recherches de son, d'authenticité. Parce que l'authenticité est là aussi dans l'instrumentarium, dans le répertoire qu'on va utiliser, et de les connecter à la fois à une dimension de composition. Par exemple, il y a des chansons en langue d'Oll qui sont des compositions d'Adam de la Halle, issues du jeu de Robin et Marion. On est vraiment sur une évocation amoureuse, mais aussi des compositions. Et là, Juliette, qui joue de l'orgue portatif et qui chante, a composé une pièce pour le lait du chèvrefeuille. C'est-à-dire qu'elle chante le lait du chèvrefeuille accompagné de l'orgue portatif. Idem pour la lyre et d'autres instruments. On mêle à la fois des compositions qui datent de plus de 700 ans, mais aussi des créations modernes. L'idée, c'est de rester connecté avec cette époque, voilà, et la nôtre. Tristan qui savait harper a composé ça fait ce lait. C'est ça, voilà. Bien à la fin. Alors, nous allons peut-être une tournée, non? Oui, peut-être. Moi, j'adorerais que vous puissiez avoir de beaux contacts et que vous fassiez une tournée, parce que c'est une très belle aventure, là, avec Juliette Leroy, avec Anne Tunin, avec Stéphane Hoquet. Alors, c'est déjà un spectacle qui a pas mal tourné. On va le retourner encore. C'est vrai que là, pour l'instant, on est sur on prend pas mal de contacts, parce que ce qui se passe, c'est que les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et on a encore eu quelqu'un qui me dit « mais c'est un ovni ». Alors, je ne me passe pas de la pommade, mais ça fait vachement plaisir d'entendre ça. Et moi, venant de la musique et pas du tout du théâtre, là, par exemple, c'est mon premier festival d'Avignon. C'est mon baptême, c'est mon sevrage. Je découvre un autre univers, une autre façon d'aborder la musique dans le théâtre. C'est pour ça que j'étais vachement intéressé par ce que tu as raconté tout à l'heure sur l'accordéon. Voilà, donc ça, c'est ces choses qui s'entremêlent. Merci beaucoup. Alors, on accueille maintenant un habitué à la fois du festival et de l'émission, qui est Marcel Le Guillou. Marcel, ça fait combien de temps? Je vais avoir du mal à dire vous, là.
Oui, donc Marcel, on ça peut fait combien de commencer à temps se que vous tutoyer faites déjà. ce festival, Marcel? Bon, déjà, de toute façon, avant de commencer l'interview, je voudrais vous remercier de votre fidélité, parce que c'est très, très impressionnant, c'est très, très joli d'être accompagné par des gens, ça me donne de la force. Moi, je travaille tout seul, donc s'il n'y a personne qui me regarde, si personne me regarde, me porte un regard attentif. Quand même que Marcel Le Guillou joue trois textes en alternance à Montbar, c'est-à-dire c'est du théâtre de bar, de comptoir, comme ça, et c'est très particulier. Et allez-y, présentez-nous tout ça. Allez-y. Donc, je vais avoir du mal à vous répondre, monsieur André. Donc, voilà. Bon, en tout cas, ça se joue dans un bar. Donc, l'entrée est libre. Et c'est pas du théâtre dans un bar, mais c'est du théâtre de bar. Donc, c'est quelqu'un qui rentre dans un bar et qui a la nécessité de prendre la parole. C'est obligatoire pour lui, sinon il meurt, quoi. Et donc, ce soir, par exemple, c'est au bout du comptoir La Mer. Valetti. Le texte est de Serge Valetti. Le texte est merveilleux. Et quelquefois, je suis bien. Voilà. Ça fait combien d'années? Donc, le spectacle qui m'a fait connaître, c'est Johnny Perpète. Ça fait 22 ans que je le présente en Avignon tous les ans. Bon. Est-ce que vous êtes ennuyé de le jouer depuis... Je l'ai joué plus de 1000 fois, le spectacle. Johnny Perpète, au bout du comptoir La Mer, et le troisième? Un cœur sous une soutane, c'est Rimbaud, et c'est l'histoire d'un curé qui pue des pieds. Donc, c'est voilà. 18h30. Ouais. Dans le plus ancien bar d'Avignon. Au Montbar, voilà. Joli décor 1930, qui n'est pas très loin d'ici. Alors, on va récapituler, Chantal. Oui. Mais donc, Marcel. À Montbar. Donc, 18h30 tous les soirs. Tristan et Iseux. Tristan et Iseux. C'est au Vieux Balancier. À quelle heure? C'est à 18h50, me souffle-t-on. Les Femmes Savantes, c'est au Théâtre des Lucioles, un lieu intéressant aussi, avec une belle programmation, à 17h20. Au Théâtre du Chêne Noir, les Ritales, d'après François Cavana, avec l'interprétation de Bruno Puzzulu et la mise en scène de Mario Puzzulu. À 19h15, Swann s'inclina poliment. C'est au Théâtre Gilgamesh et c'est une mise en scène de Nicolas Kerzensbonne. Et puis, pour terminer avec le festival Off, eh bien, au Chêne Noir encore, d'où nous émettons actuellement, le Petit Chaperon Rouge de Julien Gélas. Et puis, nous avons parlé dans le festival d'Avignon, proprement dit, on a terminé par Péléas et Mélisande. Et puis, Sous d'autres cieux de Maël Poésie. Ah oui. Qu'on a vu au cloître des Carmes. Donc, sous d'autres cieux au théâtre des Carmes. Nous, pendant l'Europe banquet des peuples, au cours du lycée Saint-Joseph. Oui. Et puis... Le présent qui déborde, notre Odyssée 2, de Christine Jataï. Voilà. Et donc, nous vous retrouverons encore pour une ou deux émissions du Festival d'Avignon, que nous enregistrerons cette fois-ci. Voilà, donc c'était en direct de la cour du Chêne Noir au Festival d'Avignon, le jeu de scène, et à bientôt pour de nouvelles aventures théâtrales et donc dramatiques. Au revoir.